Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Petite vidéo avec Jean-Yves Huard. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Damien. J'avais envie de causer un petit peu avec toi parce que tu as eu l'occasion de participer hier à. C'était visiblement The Place to Be hier soir, hier Ouais. après-midi à Liège. Dominique Strauss-Kahn, le Ah, c'était à directeur. Bruxelles, à Bruxelles. C'était à Bruxelles, c'était à Bruxelles. Ah, Première fois que l'université de Liège se délocalisait à Bruxelles. voilà, pour faire Dr Honoris Causa, le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. C'est bien ça, tu m'arrêtes hein, si je me plante. Ah, jusque-là, très bien. Voilà. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'en parler avec toi? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine ces derniers temps, notamment dans le domaine des nouvelles technologies avec Google, avec etc., etc. Mais on en parle aussi beaucoup dans le cadre de l'économie d'une manière générale. Moi, j'étais tombé sur un article sur le blog de Paul Jorion qui parlait de ça, Mhm. qui était assez intéressant, un biais invité de François Leclerc qui parlait un petit peu de la Chine et de la sous-évaluation de sa monnaie, etc. Enfin, c'est un domaine que je connais absolument pas. Je suis Mhm. branque complet sur le domaine, mais je trouve ça intéressant. Et vu Mhm. que c'est ton domaine, l'économie. Mhm. T'as été journaliste pendant des années. Au niveau économique, tu as écrit des bouquins autour de tout ça, au niveau de la Wallonie aussi. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Tu étais dans la salle. Comment est-ce que tu as vécu les choses? Comment est-ce que tu as perçu le discours de Dominique Strauss-Kahn? D'abord, c'était un discours très bon, je trouvais. Enfin, c'était très didactique, c'était pas prétentieux, mais très clair, très fluide. Enfin, on connaît un peu le bonhomme, mais bon, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien son boulot et qui explique très très bien les choses et qui nous adressait un peu la grande, ce qu'on appelle le big picture de l'économie mondiale. Moi, enfin, je connais, ça m'intéresse personnellement, donc je ne dis pas que j'ai appris nécessairement beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'articulation de tous des éléments séparés et Mhm. qui donne une vision quand même assez claire de la situation actuelle et notamment de la montée en puissance des pays émergents qui est vraiment le gros élément aujourd'hui. À la fois, c'est un peu comme pour Internet, pour le mobile, où on dit on surestime les effets à court terme, mais on les sous-estime à long terme. Ben, Mhm. comme pour les technologies, avec l'évolution de l'économie globale, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on surestime aujourd'hui le poids de ces économies, mais on sous-estime sans doute l'importance qu'elles vont prendre dans 10 ou 15 ans. D'accord, donc c'est quelque part dire la Chine, quand la Chine s'éveillera, c'est le monde qui va exploser, c'est quelque Ouais, part surestimer l'effet à court terme. Par contre, à long terme, ouais, ça va ouais. vraiment impacter la manière dans Oui, laquelle on produit et on consomme des biens. oui, bah, enfin, c'est déjà le cas, hein. Je veux dire, c'est toujours un peu comique. Par exemple, il y a des choses, on parle d'économie de la connaissance, comme si on entrait dans l'économie de la connaissance, mais l'économie de la connaissance, on y est depuis 30 ou 35 ans au minimum. Je veux dire, on produit depuis très longtemps en Asie, en Chine, au nord de l'Afrique. Euh, des choses qu'on a développées chez nous finalement. Donc ça, c'est pas nouveau. Mhm. Ce qui est nouveau par contre, c'est que de plus en plus, des investissements en recherche et développement sont effectués par des grandes entreprises internationales en Chine, en Inde, au Brésil, Mhm. euh, que des innovations se font entre des pays émergents. Donc par exemple le Brésil et des pays africains qui innovent aujourd'hui ensemble sans même l'intervention de grands groupes ou d'agences publiques européennes ou américaines ou voire japonaises. Mhm. Donc il y a vraiment aujourd'hui de nouveaux acteurs qui non seulement prennent du poids, mais surtout qui font des alliances inédites. Et ces alliances inédites qui mettent un petit peu de côté, dans certains cas, les pays occidentaux. Quoi. Alors, là où c'est surestimé quelque part à court terme, c'est que ça reste encore des choses qui sont ponctuelles et qui n'ont peut-être pas, d'un point de vue macroéconomique, un poids gigantesque. Mais là où c'est intéressant, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. D'accord. Euh, alors, un exemple, moi, enfin, un chiffre ou une estimation qui m'a beaucoup frappé il y a un mois ou deux, c'est qu'on a revu la date à laquelle, l'année à laquelle l'économie chinoise allait devenir la plus importante du monde, c'est-à-dire passer devant celle des États-Unis. Mhm. Alors, il y a un an ou deux, on disait encore que c'était aux alentours de 2030, entre 2030 et 2040. Mhm. Alors, certaines estimations disent carrément maintenant 2020. Donc, et c'est pas étonnant quelque part, au vu de ce qui s'est passé les 2 dernières années avec la crise économique, c'est que on a des économies occidentales qui ont une croissance
aujourd'hui qui est de 1,5% au niveau européen. On essaie de se rétablir un petit peu petit à petit du choc qu'on a vécu maintenant avec la crise mondiale. Aux États-Unis, on est déjà autour de 2,5-3%, donc ça va plus vite. Mais en Chine et en Inde, ils sont déjà revenus à des taux de 9-10%. Et donc, quand on compare, on a un écart annuel de 7% de croissance. Donc, il ne faut pas être spécialiste en statistiques pour comprendre que le rattrapage, il est là, quoi. Et là-dessus, Strauss-Kahn, lui, il dit quoi là-dessus? Le FMI, son rôle, là, c'est de quoi? C'est de la régulation? C'est d'essayer de remettre de l'ordre? Ou est-ce que c'est tout simplement pas possible de le faire? Alors, ce qui est comique un petit peu avec le FMI, c'est qu'il y a 2 ans, on disait à la rigueur, moi je me souviens d'une caricature que j'avais vue dans The Economist, où on voyait on croquait le FMI comme une espèce de voiture de pompiers avec les pompiers qui dormaient en dessous avec des toiles d'araignée tout autour du camion de pompiers. Et en fait, l'idée, c'était de dire voilà, que le FMI, il a servi pendant des années à aider des pays en développement ou des pays émergents qui faisaient plein de conneries au niveau politique, économique, donc qui dépensaient trop, qui investissaient pas assez et tout. Donc, on a eu des crises à répétition dans les années 90, en Asie, au Mexique. Et le FMI est dû venir avec sa lance à incendie, remettre des fonds, mais ces fonds étaient conditionnés à des plans de redressement drastiques. On a connu en Amérique latine aussi où on coupait dans les dépenses publiques massivement. Enfin, il y avait une idéologie quand même néolibérale qui était assez présente. Enfin, c'est pas de faire de l'idéologie de constater ça. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Et on va devoir appliquer ça à l'Europe, à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne? Alors, là où je voulais en venir, c'est que simplement le FMI était très critiqué pour ça, parce qu'il a fait plus de mal que de bien dans certains cas. Et donc, ce que les pays émergents, comme des pays latino-américains ou des pays asiatiques ont fait, ils ont dit, bon, après la crise, on va arrêter les conneries, et maintenant on va faire de l'épargne massive. Et donc, ils ont, au cours des 15 dernières années, accumulé plein d'argent. Et finalement, le FMI ne servait plus à rien, puisqu'il n'y avait plus de problème à proprement parler. Et au contraire, on l'a vu avec la Chine, c'est la Chine qui finançait les déficits publics américains en particulier. Et alors, en 2007, on se disait, le FMI ne sert plus à rien. Et puis, on a eu la crise maintenant, et les pays qui ont été dans les plus grandes difficultés, c'est les pays, justement, certains pays européens, c'est des pays développés, finalement. Et donc, le FMI a retrouvé un sens et un intérêt et une utilité, mais pour des pays qui, auparavant, a priori, on ne pensait pas être des sujets, justement, de l'aide du FMI, comme l'Islande. On a vu les pays de l'Est, etc. Et encore quelques pays d'Asie et des choses comme ça, mais plus dans les proportions qu'on connaissait. Et donc, le FMI, aujourd'hui, c'est devenu le pompier, mais pour secourir les économies développées. Et c'est ça que dit Strauss-Kahn quelque part aujourd'hui, c'est que le FMI a retrouvé une utilité à un moment de crise qui était très, très, très important, en disant aussi le FMI, c'est aussi un organisme qui est utile parce que, indépendamment des politiques économiques qu'il a mis en place, c'est aussi un immense centre d'études. Donc il est à croisée de toutes les statistiques économiques entre tous les pays, donc il permet il est un des rares organismes à avoir une vision d'ensemble sur l'économie globale, quoi. Et donc pour dire, voilà, la situation, la crise, elle est comme ça, ou elle a telle ampleur, et d'objectiver un petit peu les choses plutôt que d'essayer de collectionner des bouts de statistiques à gauche et à droite. Et donc ça, c'est l'utilité aussi du FMI, c'est d'être une espèce de lunettes d'ensemble sur l'état macroéconomique de l'économie. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Quelles sont les zones de fragilité, etc., etc. D'accord. Ah bah écoute, c'est une bonne explication en 13 minutes quelque part du rôle de FMI. À ton avis, Strauss-Kahn, il a intérêt à revenir en France, à se présenter à la présidentielle ou pas? Parce que quand on voit le pouvoir qu'il peut avoir là-dessus, qu'est-ce qui vient de foutre en France? C'est marrant parce que Strauss-Kahn, enfin les boulots style patron du FMI ou autre, c'est souvent bon, c'est pas le cas du FMI parce qu'il n'y a jamais eu le cas, mais c'est souvent la fin de carrière idéale pour des gens qui ont déjà atteint le sommet dans leur pays d'origine. Et alors ici, on le voit avec, par exemple, à l'ONU, ou ses anciens premiers ministres, etc. Et ici, ce qu'a fait Sarkozy, c'est qu'il a donné cette espèce de bâton de maréchal à Strauss-Kahn avant qu'il n'ait pu atteindre ce niveau-là. Et alors, on peut quand même se dire que c'était quand même bien calculé, parce que c'est juste... les mandats se chevauchent entre le mandat présidentiel en France et le fait d'être patron du FMI. Et donc, quitter le FMI, justement, en période justement si critique,
il faudra vraiment qu'il trouve, ou alors qu'il crée une crise interne au FMI, où il est obligé de démissionner pour revenir en France 1 an et demi avant les élections, on ne sait pas. En tout cas, il ne veut pas en parler, ça c'est sûr. Il y avait une armée de responsables de presse autour de lui pour empêcher qu'on. Donc il a refusé toute conférence de presse ou interview aux journalistes belges parce que visiblement il craignait qu'il y ait des questions sur la France. Donc c'est vraiment un sujet très très sensible sur lequel il veut absolument pas s'exprimer. Alors qu'on essayait de dire, enfin moi j'étais avec d'autres confrères où on disait ben, non, nous la France, enfin, c'est pas notre sujet. Nous ce qui nous intéresse c'est de savoir un petit peu ce que vous pensez de l'État. C'est vous, vous nous intéressez en tant que patron du FMI. Eh ben non, non, ils avaient visiblement trop peur qu'on vienne un petit peu les chatouiller et les gratouiller là-dessus. Et donc voilà. Mais cela dit, moi j'ai trouvé ça très très intéressant, euh, assez ouais, didactique, bien formaté. Et de nouveau, enfin, je trouve quand même que c'est aussi un docteur en économie, quoi. C'est un type qui connaît son truc. C'est pas seulement c'est pas un récupéré politique, voilà, c'est pas parvenu, quoi. C'est vraiment, bon, c'est quelqu'un qui visiblement a toutes les compétences nécessaires pour être à ce niveau. Et donc voilà, moi je trouvais que c'était assez intéressant et alors c'est marrant comme toujours dans ce genre d'événement, tout le gratin économique qui afflue, qui essaye de se montrer, à la limite se faire prendre en photo avec l'intéressé, tu vois, c'est un peu comme voilà, c'est comme avec des joueurs de foot ou quoi, où on essaye de, tu vois, de se mettre en avant, se mettre en valeur en profitant de la présence d'un type comme ça, quoi. J'imagine très bien. Merci en tout cas Jean-Yves pour cette Pas de quoi, discussion. merci à toi. On retrouvera la vidéo avec les liens associés, bien sûr. Je la publierai sur mon blog et puis sur Entreprise Globale si tu veux la vidéo. Voilà. À la Avec prochaine. plaisir. Salut Ouais, Jean-Yves. merci à toi. Salut.